C'est donc sous tous les rapports nobles causes qui celle où le sort m'a placé. L'infortune me la rend plus chère encore, et je suis fière d'en faire partie. Ma famille a régné sur diverses nations. Chacun de ses membres a rempli sa tâche de manière à la de regret. Après lui, et c'est là par la nature des choses, l'impulsion donnée par un grand homme et la nouveauté des institutions et des idées qui amènent une élévation nouvelle car telle est la différence entre ceux qu'on appelle au trône et ceux qui y naissent. Les uns sont plus portés à se coiffer pour le peuple et les autres à croire les peuples faits pour eux. Quand la fortune nous retire de la foule pour nous exposer au regard, il semble qu'il devrait y avoir plus d'unité dans les points de vue et plus de facilité à vous juger sans erreur. Personne, cependant, n'a été ni placé plus haut, ni plus diversement apprécié que l'empereur Napoléon. Chacun a voulu le voir et le peindre à sa façon. Les plus bienveillants même ont été souvent ridicules. Tantôt, on en faisait un héros de mélodrame, un séducteur, un tyran. Tantôt, on lui refusait jusqu'à du courage et de l'esprit. L'illustre Madame de Staël, en attaquant, n'a pas été exempte de faiblesse. Je conçois qu'elle a beaucoup souffert de son exil, mais l'injuste dépit presque trop à chaque page de ses ouvrages. Sa haine est vulgaire. Elle n'est pas à la hauteur d'une femme comme elle est, encore moins à celle d'un homme comme lui. Elle n'est pas la seule. On a altéré la vérité jusque dans les moindres choses. S'il parlait à des femmes, on assurait que c'était d'un ton brusque et en termes désobligeants. Il est troublé, il est vrai, mais c'était par l'originalité d'une question inattendue qu'il est jeté dans l'embarras de répondre. Celle-même qu'il avait offensée par des propos et qui auraient mérité ses reproches n'avaient de lui qu'une simple plaisanterie. Il allait à elle et il leur disait en souriant « Eh bien, madame, comment va la langue aujourd'hui ?» Il croyait que la grande affaire des femmes était et devait être la toilette. Leur influence en toute autre chose lui déplaisait, aussi dans les grands cercles. Ne leur adressait-il quelques mots que sur ce sujet. Comme vous voilà bien mise, est-ce la mode? Avec ce chapeau en casque, vous avez l'air d'une Minerve. Vous êtes en végère, en soutane aujourd'hui. Une fois, il dit devant moi la fin d'un ambassadeur. Il me semble que votre guirlande de roses et votre ceinture rouge ne vont pas ensemble. Ce n'est pas selon les règles de la toilette. La dame, toute confuse, ne sut que répondre après la réception. J'ai reproché à l'empereur de l'avoir déconcertée. N'avais-je pas raison, me dit-il. Oui, mais elle va prendre la chose sérieuse et elle s'en désolera. Vous n'entendez rien à cela, ma fille. Vous ne savez donc pas qu'une femme veut toujours qu'on la remarque, fût-ce même pour la critiquer un peu? Peut-être se trompait-il, du moins je le crois. J'explique seulement à sa façon de voir la raison des craintes qui inspirait et dont on était parti pour en faire un homme qui ne savait dire aux femmes qu'il y a des choses désobligeantes. Un reproche mieux fondé était celui d'une grande vivacité, mais elle n'allait jamais dans l'empereur jusqu'à cet excès de colère dont on l'accusait. Voici les deux fois où je l'ai vu le plus animé. L'une contre le cardinal Fesch. Il s'agissait des affaires ecclésiastiques. L'empereur trouvait ridicule qu'on payât pour recevoir les sacrements.
sacrement et avoué que les curés n'étaient pas assez riches. Vous n'aurez qu'un seul moyen, c'est de rétablir la dîme, reprit le cardinal. À ce mot, l'empereur se porta et comme dans sa famille, sans avoir son esprit ou son caractère, le cardinal tenait ferme à son opinion. L'empereur hérité de ce que de ses parents avançaient une chose si contraire à son système. Se promenait à grands pas, agitait sa tabatière entre ses doigts et la jetant par terre avec force, se retira. Ce fut le seul marque de violence qu'il donna. Une autre fois, dans une discussion où mon mari combattait très vivement le projet de l'empereur de réunir les 5 Némègues à la France, celui-ci s'emporta contre les Hollandais, les appelait nations de marchands, vendus à l'Angleterre. Et dans sa colère, lui prodiguait des épithètes offensantes. Mon mari, après lui avoir longtemps tenu tête, finit par dire avec beaucoup de sang-froid, « Puisque vous en pensez tant de mal, pourquoi voulez-vous donc les prendre ?» Cette réflexion calma tout à coup l'empereur. Il se retira l'oreille du roi et l'entretien finit là. On a beaucoup parlé du regard de l'empereur, de cette expression toute particulière qui pénétrait si avant qu'un secret, quelque profond qu'il fût, était toujours découvert. Rien n'est plus vrai. Comment ne fait voiler un secret celui qui, en fixant les yeux sur vous, semblait vous dire qu'il en était instruit d'avance? Cependant, comme en sa présence, chacun était gêné, craintif, hors de son naturel. Il lui était difficile de découvrir l'homme tout entier. Il parvenait à connaître ce qu'on cachait et non ce qu'on était. La confiance se dévoile tout le caractère. La politique de l'empereur était d'attirer à lui toutes les personnes de mérite, n'importe de quel parti, être échangées au leur tant de charme, à son habilité qu'il était difficile de lui résister. Les comtes et la Litournelle, qui, par son éloquence, avaient réhabilité la mémoire de son père, n'avaient pu obtenir la levée de ses de si bien à cause des événements politiques. Il était sur le point de marier sa fille unique élevée avec moi chez Madame Campan et n'ayant pas de dos à lui donner. Il s'adressa au premier consul qui lui accorda 150 000 francs. Il se rendit à Saint-Cloud pour le remercier, étant reçu un accueil flatteur. Le consul lui dit: je ne conçois pas comment, après avoir prié à l'Assemblée constituante de n'avoir rien entaché son nom par les crimes et l'excès qui suivront cette époque, M. de Lally ne souhaitez-vous pas servir la France régénérée? Le comte répondit: le roi d'Angleterre m'a sauvé des plus grands dangers de la Révolution en me réclamant comme gentilhomme anglais. Depuis ce moment, j'existe par une pension de ce souverain. Puis-je semblable à la souris de la fable, dire, selon les circonstances, je suis oiseau, voyez mes ailes, je suis souris, voyez mon poil. Mais, reprit le consul, dans quelle langue avez-vous défendu votre père? Dans quelle langue avez-vous défendu votre roi? En français, reprit le comte. Eh bien, monsieur Lally, on ne appartient plus toujours à la nation dont le langage nous a servi à développer de si nobles sentiments. Voilà comme il savait trouver à propos le mot le plus flatteur et le plus engageant. Mais monsieur de Lally, quoique fort touché, persista dans son refus de servir le gouvernement et non resta pas moins fort tranquille, soit à Paris, soit dans les terres de son gendre près de Bordeaux.